Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, un petit moment de pause qu'on va passer en compagnie d'Alia Cardin qui est avec nous. Et Alia, c'est un coup de cœur qu'on a eu aussi bien pour ta personne que pour ton histoire et aussi pour ton livre Mademoiselle Papillon qu'on va aborder aujourd'hui au cours de cette interview. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eva, je travaille à l'Optimisme et je coordonne également le club de l'optimisme et on aura le plaisir de te retrouver, Alia, au sein du club pour aborder la question de la Oui, poursuite d'un rêve en avril, je crois, en avril 2021. Donc aujourd'hui avec toi, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de vie, on va parler d'écriture, on va parler du don de soi, du sens du travail, de la quête d'un rêve. On va parler de la vie, hein, en somme. Ben, bonjour Alia et ravie d'être avec toi. mais moi aussi, Eva. C'est aussi un coup de cœur avec l'optimisme pour moi. Alors première question très générale, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots parce que à côté de ton parcours de romancière, tu as eu une autre vie avant. Tu as eu une autre vie et rien que ton parcours professionnel est une source d'inspiration en soi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je suis maman de 3 enfants. Je suis mariée depuis presque 10 ans. Au début, en fait, quand j'ai terminé mes années scolaires, enfin ma réto, comme on dit ici en Belgique, c'est posé la question de mon choix professionnel et j'ai choisi ça à peu près en 5 minutes et très très mal, avec un système de 1, 2, 3, 4. Et je crois que ce que j'ai finalement fait était en position 4, donc le droit. Donc, autant te dire que c'était vraiment pas du tout un coup de cœur, ni un élan, ni quoi que ce soit. Et donc, j'ai étudié le droit et j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'avocate. Alors, je ne sais pas si tu veux que je développe vers la reconversion vers les romans. Ben, si je veux bien que tu nous racontes comment l'écriture est arrivée à toi. Alors, en fait, tu sais, va dans le monde du droit, enfin, tel que moi je le pratiquais, tu sais, dans un gros cabinet d'affaires. Moi, j'avais fort envie de travailler dans les droits de l'homme, mais voilà, j'avais pas été reçue. Par contre, j'avais été reçue dans les très beaux cabinets d'affaires. C'est un monde que moi, personnellement, je ressens comme assez dur et assez difficile. Et en fait, ce que je savais pas à l'époque, c'est que moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, que je suis quelqu'un pour qui l'humain est vraiment ce qui est le plus important. Et donc, je trouvais que autant le métier était très intéressant intellectuellement, autant j'avais l'impression de mourir à petit feu. Je me sentais souvent enfin, je me sentais souvent sous pression. Et je suis arrivée au constat après quelques années d'avocate que, bah, en fait, j'avais complètement foiré mon choix et que j'étais pas du tout à ma place et que j'avais raté ma vie. Et je me suis demandé si c'était possible, voilà, d'avoir une deuxième chance, quoi, de choisir mieux maintenant que je savais ça sur moi, que je savais que j'étais si peu à ma place là. Et alors, ce qui est important, je pense, à savoir pour tous ceux qui sont en train de chercher leur chemin, c'est que moi, l'écriture, c'est pas venu tout de suite. J'ai eu d'abord plusieurs années où c'était fort le silence parce que je pense que dans le système scolaire, tant en France qu'en Belgique, on n'est pas du tout, on nous apprend pas du tout à écouter notre petite voix, à écouter notre cœur, ce qui est important pour nous. On nous apprend les calculs, la lecture, l'écriture, mais on nous apprend pas à sentir ce qui est important pour nous, quels sont nos besoins, à aller dire tout haut, à se dire que ben, c'est un bon choix d'aller vers ça. Et donc, moi, il a fallu que vraiment j'apprenne, enfin, tu sais, que je passe du temps à essayer d'écouter cette voix qui disait rien, parce que sans doute je l'avais jamais écoutée. Et donc, après plusieurs années, j'ai travaillé alors dans le management des gros cabinets d'avocats. Et là, je me suis vue proposer de devenir coach en même temps là-bas. Et donc, ça m'a amené vers des choix plus vers l'humain que j'ai beaucoup apprécié. Et puis, mais c'était pas encore tout à fait ça, je crois. Et puis, j'ai trouvé l'homme de ma vie très tardivement, à 33 ans et 4 jours. Et c'est lui qui, un jour, m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas? Parce qu'il savait que j'aimais l'écriture, il savait que j'aimais les livres. Euh, et je lui ai répondu que j'avais très peur que ce soit du temps perdu, que ça mène à rien, que ça ne soit pas publié.
Et puis, il m'a dit qu'on avait le temps, on pouvait se permettre de perdre son temps et on pouvait se permettre de perdre 6 mois, que j'avais le droit de tenter mon rêve. Et donc voilà, je trouve que la, enfin, la force de l'amour dans une vie, que ce soit l'amour d'un mari ou l'amour des amis ou l'amour d'une famille ou des enfants, enfin, c'est toujours quelque chose qui est une force qui nous propulse terriblement fort vers nos rêves et qui est très importante. Enfin, je dis ça parce que peut-être que dans les gens qui sont en train de nous écouter, là, il y a des gens qui veulent poursuivre leurs rêves, qui ont du mal. Ben, entourez-vous de gens qui vous aiment et qui vous portent et qui veulent que vous deveniez profondément qui vous êtes. C'est une réponse un peu longue, hein. Tu avais dit quelques mots. Est-ce que c'est un rêve que tu avais depuis l'enfance, l'écriture? Alors non, pas consciemment, parce que tu sais, moi, j'ai tout de suite été cataloguée enfant comme tu sais, un peu première de classe, enfin l'enfant qui travaille très très bien à l'école, mon cerveau fonctionne bien, et j'avais l'impression en fait que c'était comme une option quoi. Soit tu es enfin très très bonne à l'école, soit tu es créative, artiste. Et que comme j'étais très bonne à l'école, je n'avais certainement aucune créativité et aucun don artistique. Et donc, enfin, si je m'étais autorisé tous les rêves, si j'avais pensé que tout est possible pour chacun, alors évidemment que ça aurait été mon rêve. Évidemment que j'aurais rêvé. Mais dans mon schéma du monde, c'était quelque chose, enfin, comme si, tu vois, il avait fallu faire quelque chose avec ses mains et que j'avais pas de main, quoi. Enfin, j'avais pas ce qu'il fallait, donc il fallait surtout pas vouloir ça. Et tu as parlé tout à l'heure de la petite voix. Et moi, j'aime bien les histoires de petites voix. Je voulais savoir à quel moment tu t'es permise d'écouter cette petite voix intérieure et comment elle se manifeste à toi. Hmm. Je crois que j'ai essayé de l'écouter. C'était plutôt, tu sais, par des attraits pour des projets, pour des métiers comme le coaching. Je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Moi, c'est pas du demi-mesure. Je suis quelqu'un de très entier, donc je dois adorer faire les choses, sinon je les fais pas. Et donc, c'est vraiment, c'est un élan qui me domine, enfin, comme on parlera plus tard du choix des sujets de mes romans, c'est toujours des choses qui s'imposent à moi, mais avec une force. Je ne sais pas si on peut parler de petite voix ou de bulldozer, mais la vie met sur mon chemin un sujet et bam, enfin, c'est juste pas évitable. Parce que tu sais, on en parle souvent, c'est vrai, avec les lecteurs de l'optimisme, de suivre cette petite voix sans savoir parfois qu'est-ce que ça recouvre, cette petite voix. Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est la vie en nous qui nous parle? Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à nous donner pour ceux qui veulent se mettre plus à l'écoute de cette petite voix? Moi, j'ai l'impression que ce qui est vraiment super porteur, c'est d'être plus dans un amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même quand on l'écoute. Au moins quand on l'écoute. Ça, je sais que c'est quelque chose de pas facile, mais au moins quand on est, enfin, de prendre un temps en silence et de pas se dire, enfin, d'essayer de faire exit le jugement, donc de pas se dire une idée est mauvaise. Moi, c'est ce que je fais aussi dans l'écriture. J'essaie de jamais me dire que les idées sont mauvaises, que c'est nul, etc. Même si je suis de mauvaise humeur, parce que je trouve que en fait, on ferme quelque chose quand on commence à juger, parce que c'est pas simple d'exprimer quelque chose d'aussi lié à l'intuition, parce que c'est l'intuition qui parle. Donc, je crois qu'il faut encourager un maximum, et une façon d'encourager, c'est d'être au moins dans l'ouverture et d'accueillir tout ce qui vient et de se dire que mais peut-être que c'est pas la réponse idéale ou qu'elle n'est pas précise au début, mais qu'on peut être un peu patient, attendre quelques minutes et que ça va se développer, qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir, qu'on peut aussi demander si c'est trop stressant et imposant d'avoir un moment pour ça, demander qu'au fil de la journée, au fil des semaines, il y ait des petits signes qui viennent à nous ou des discussions qui nous amènent à identifier ce qui est important pour nous. Je pense que c'est un centrage sur autre chose que ce qui est raisonnable, mais essayer d'avoir un centrage plus sur ce qui vient du cœur, les élans, et une petite voix qui est peut-être moins fondée et orientée sur le regard des autres, mais plus sur ce qui nous épanouit dans la vie.
Et donc là, tu viens de nous parler de ton parcours de reconversion qui est incroyable, donc d'avocate à romancière. Est-ce que tu as eu des peurs sur ton chemin? Quelles ont été les plus grandes peurs dans ce parcours-là et comment tu as fait pour les dépasser, pour aller au bout de ton rêve d'écrivain? Je crois que j'avais des peurs tant que je savais pas vers où, j'allais. Parce qu'une fois que je sais plus ou moins vers où je vais, je suis quelqu'un d'assez, téméraire, voire peu réfléchi. Donc, je vais avoir tendance à foncer et à peu me poser de questions. Mais je crois que ce qui était douloureux pour moi, c'était toute cette période avant quand je savais pas. Quand je savais pas ce qui était juste, que je connaissais pas ma place sur terre, que je me disais, enfin, comment les autres font pour, vivre leur vie, prendre des décisions. Et moi, j'ai tellement de mal. Je trouve que c'est cette période comme ça de vide, en fait. Mais une fois que j'avais quelque chose, que j'avais un objectif, pour moi, de se battre pour un objectif, d'avancer vers un objectif, c'est plutôt quelque chose qui correspond bien à ma personnalité. Donc là, les peurs se sont plus effacées. Maintenant, évidemment, qu'elles sont présentes au cours de ma vie d'écrivain parce que voilà, c'est toujours se dépasser soi-même. C'est un univers qui est peut-être moins connu, l'univers, enfin, le milieu de l'édition. Et donc là, il y a un travail, oui, aussi à faire sur nos attentes, la façon dont on voit les choses, enfin, l'optimisme. Je trouve que c'est une qualité très, très importante pour la réalisation de tout projet. Et dans le cadre de ma vie professionnelle, c'est quelque chose pour lequel je travaille tout le temps, enfin, dessus, ma façon de penser, de considérer le futur, le présent. Alors, tu parlais aussi à l'instant de la peur du regard des autres. Et quand on est écrivain, ben, on expose un message au monde. Est-ce que tu as encore cette peur du regard des autres par rapport à tes romans? Et comment tu fais pour la travailler? Alors en fait, la façon dont moi j'évite cet écueil, c'est que en fait, les sujets de mes romans me passionnent tellement et me touchent tellement, tu as pas idée, enfin me prennent au cœur, enfin je les trouve tellement beaux, qu'en fait, c'est pas vraiment mon roman que je défends, mais ses sujets. Ces thèmes deviennent importants et du coup, bah, en fait, je peux pas imaginer qu'ils soient mal reçus. Enfin, parce que, on va voir, l'histoire de Mademoiselle Papillon qui a vécu réellement vécu. Moi, je défends en fait, Mademoiselle Papillon qui est une femme extraordinaire. Donc pour moi, enfin, c'est inimaginable qu'elle soit mal reçue et dans tous mes romans, je défends à chaque fois des thèmes, qui sont hyper, importants. Alors il est vrai qu'il y a toujours un moment dans l'écriture, souvent, tu sais, je relis 22 fois, chacun de mes romans. Souvent, au niveau de la lecture entre la 18e et 22e, je peux plus voir le texte, je le trouve tout d'un coup super nul. Enfin, j'ai une vision tout d'un coup complètement opposée. Et là, bah, à ce moment-là, j'essaie vraiment de. Ben, ce que je fais, c'est que je me mets de la musique sur les oreilles et j'imagine que le roman est un succès, j'imagine un accueil super positif et j'essaie vraiment de bosser là-dessus parce qu'en fait, quand tu es en train de t'engueuler intérieurement, ça ne fonctionne pas. Enfin, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même sous les cris. Donc, j'essaie vraiment de me reconcentrer, faire du yoga, la méditation, on se recentre, on essaye, enfin, tout ce qui est porteur, c'est quand on est dans une vision positive pour soi du résultat, surtout quand on a tellement travaillé, quoi. Euh, Comme je le fais en amont de l'écriture de beaucoup de mes romans, des travaux de recherche, etc. Donc, il y a un moment, si on investit avec joie et passion beaucoup de soi-même, ben, normalement, ça marche et ça touche le cœur des autres. Alors, je veux bien qu'on aborde, parce qu'on a reçu des questions à ce sujet, maintenant ta vie d'écrivain. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas parler d'écriture sans inspiration. Et on a aussi des interrogations sur quelles sont tes sources d'inspiration, comment tu trouves l'inspiration, est-ce que tu cherches des thèmes, des idées, est-ce que les choses viennent à toi spontanément? J'avoue que jusqu'ici, j'ai beaucoup de chance. J'ai toujours l'impression en fait que c'est la vie qui met les sujets sur mon chemin. Tu sais, quelqu'un va me parler de quelque chose ou je vais assister à une réunion, je vais entendre l'histoire voilà, d'un enfant ou je vais être confrontée à telle ou telle situation et ça va faire émerger un sujet de roman. Et donc, jusqu'à maintenant, ça a vraiment fonctionné comme ça. Et donc, les thèmes étaient assez... Enfin,
m'ont pris tellement aux tripes que ça rend l'écriture plus facile, tu vois. Et donc, pour l'instant, jusqu'au 7e roman, là, enfin, Mademoiselle Papillon est le 4e roman et le 5e roman est prêt, il sortira en octobre 2021. Et le 6e roman, je suis en train d'écrire, mais j'ai aussi commencé le 7e roman, donc pour 2023, j'imagine, si on continue avec un par an. Et en fait, ces sujets sont venus jusqu'à maintenant assez facilement par juste être à l'écoute de la vie et de ce qui m'entoure et de ce qui me touche, quoi. Tu vois, avoir le cœur ouvert et se dire ah oui, ça me touche. Alors, on a reçu une autre question qui là est assez pragmatique. Comment tu organises tes journées d'écrivain? Est-ce que voilà, tu t'es dit de telle heure à telle heure, c'est mon moment d'écriture? Est-ce que tu as des rituels d'écrivain et de Ouais, romancière? Et parce que ouais. tu sais aussi que Alors, tu as des enfants, donc comment tu organises ta vie de famille avec ta vie de romancière? c'est vrai que ma vie de romancière dépend un peu de ma vie de famille et de la bonne santé de mes enfants. Maintenant, avec le Covid et les mesures sanitaires, mes enfants n'ont pas été une seule fois malades en 2020. J'avais jamais connu ça. Donc, j'ai pu vraiment travailler bien les journées d'école. Enfin, évidemment, il y a eu 6 mois de confinement. Donc, oui, non. En fait, j'ai pu travailler bien la moitié de l'année. Euh, et, euh, donc, ce que je fais en fait le matin, il y a le lever et dès qu'ils sont partis pour l'école, c'est le papa qui les dépose. Je fais un petit peu de yoga et de méditation, ou juste du yoga, ou juste de la méditation, un peu de pilates, enfin un moment un petit peu où je bouge mon corps. Et puis alors, je me mets directement à écrire parce que les journées sont assez courtes, parce qu'en Belgique, l'école termine vers 15h15. Et donc, mes journées se terminent à 14h50, plus ou moins. Bon, j'ai pas encore trouvé tout à fait, je trouve, l'équilibre parce que j'ai une approche assez militaire des choses, parce que j'ai des enfants en bas âge, du coup, je manque de sommeil, du coup, je me dis, bon, on y va, discipline, on se met dans l'ordinateur et on y reste jusqu'à ce que ça vienne, quoi. Enfin, et au début, même si les phrases sont nulles, on reprend, on s'acharne, alors que peut-être je devrais suivre, tu sais, comme beaucoup d'artistes, l'élan, l'inspiration, etc. Mais le problème, c'est que quand tu es une maman un peu fatiguée, si tu attends l'élan, si tu te dis, je vais me coucher, je vais me reposer un peu, je vais attendre l'élan, je crois que, en tout cas, moi, je crois qu'il n'y aurait pas grand-chose qui se passe. Donc, j'ai choisi la voie un peu militaire. Maintenant, tu sais, toute notre vie, on chemine vers la sagesse. Donc, il est fort probable que dans un an, si on reparle de ce thème, je te dise, mais Eva, j'étais débile à l'époque, tu imagines, je faisais le système militaire. Donc, je crois que voilà, pour l'instant, à mon niveau d'évolution, c'est ce que je fais. C'est très militaire. J'ai un planning avec tout ce que je dois réaliser, avec le nombre de signes par jour. Et donc, j'essaye de vraiment mettre un cadre au niveau du temps parce que tu sais, souvent, on travaille sur des délais tellement longs. Tu vois, là, je travaille pour octobre 2022 pour l'instant. Enfin, on est en janvier 2021. T'imagines, c'est dans 2 ans presque. Ouais. Enfin, du coup, si tu n'as pas des deadlines que tu te poses toi-même, ben, en fait, c'est très compliqué, je trouve, d'avancer. Enfin, parce que tu ne ressens pas l'urgence. Donc, voilà. Et puis alors, dans mes journées d'écriture, je place aussi les interviews parce que c'est une partie très, très importante Mmh. de mes romans, puisque j'aborde des thèmes de société que je trouve importants, inaccessibles, et que j'ai envie de les rendre accessibles à tous, des thèmes que je trouve beaux, mais que j'ai découvert assez rapidement dès mon 2e roman qu'en fait, non seulement les interviews me permettaient d'être plus juste sur le plan technique, mais aussi beaucoup plus juste sur le plan émotionnel et d'ajouter énormément d'émotions et de profondeur à mes romans. Si j'écoute plusieurs heures Les infirmières pour le cas de Mademoiselle Papillon, par exemple. Alors, on va en parler de ce travail d'enquête et voilà, tu parlais de thèmes qui nous touchent, ce qui fait un bon lien dans la plongée au cœur de Mademoiselle Papillon. Est-ce que tu es d'accord pour l'aborder avec nous et pour nous raconter cette histoire en fait? Qu'est-ce que ça raconte, Mademoiselle Papillon? Alors, Mademoiselle Papillon, c'est l'histoire d'une infirmière qui s'appelle Gabrielle, qui travaille dans un service de néonatologie pour grands prématurés, donc des enfants qui naissent trop tôt, qui naissent à partir de 25 semaines de gestation. Et donc, cette infirmière Gabrielle, elle est très proche de la souffrance des parents, de la souffrance de leur petit bébé.
Et alors qu'elle a fait ce choix de métier avec passion, elle est en train de perdre tout doucement son équilibre parce que en fait, elle a voulu beaucoup aider et elle s'est un peu perdue là-dedans. Et donc, elle va découvrir l'histoire de Mademoiselle Papillon, qui, elle, a réellement existé au siècle passé, et est une infirmière qui, au sortir de la Première Guerre mondiale, a découvert qu'en fait, les enfants se mouraient dans la rue, enfin, étaient des proies faciles à la tuberculose parce qu'ils étaient malnutris, ils n'avaient pas assez d'énergie, de sommeil, de bon air, etc. Et donc, elle a décidé, enfin, son ambition était de créer un refuge pour ces enfants. Et donc, je raconte ces deux histoires en parallèle. À la fois, Gabrielle, la jeune infirmière qui est en train de péricliter, et Mademoiselle Papillon qui se dresse face à son ambition, son mariage d'une vie, prête à créer un refuge qui va, maintenant on sait, sauver des dizaines de milliers d'enfants. Alors, on disait à l'instant, ce qui est incroyable, c'est que tu as fait un véritable travail d'enquête pour ce roman et tu es allée à la rencontre de personnes qui ont connu Mademoiselle Papillon. Donc, tu as mélangé à la fois fiction, fait historique. Comment tu as trouvé le juste milieu entre ces deux ingrédients et comment as-tu fait ces recherches? Quel type de personnes tu es allée voir? Comment se sont passés les échanges? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis un peu une perfectionniste chiante, donc j'aurais jamais choisi de faire sur une personne qui a réellement existé un livre parce que j'aurais trop peur de ne pas être suffisamment respectueuse de la personne. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet 2018, j'ai visité l'abbaye de Valoir avec ma belle famille et qu'à l'époque, j'étais complètement crevée parce que ma troisième faisait pas ses nuits. Et que donc j'y allais vraiment avec des pieds de plomb. Et quand j'ai entendu l'histoire de Mademoiselle Papillon, il y a quelque chose qui s'est passé en moi d'incroyable. Vraiment, c'est comme si mon corps retrouvait son énergie alors que j'étais toute recourbée sur moi-même. Et enfin, j'ai entendu donc le parcours de cette femme qui, au sortir de la guerre, décide d'avoir une ambition qui me paraissait enfin, être celle d'un homme plutôt. Et j'ai ressenti directement une admiration sans borne. Et je me suis dit, ben, en fait, je ne peux pas faire autrement que d'en faire un personnage phare de mon roman suivant. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de compliqué parce que je te dis, je n'aurais pas du tout choisi ça si j'avais pu choisir quelque chose. Mais dans la vie, on ne choisit pas toujours. Et c'était quelque chose, enfin, je ressentais un amour aussi profond pour cette femme et je me suis dit, elle est tellement incroyable, tellement inspirante, drôle, rebelle. Je me suis dit, on a besoin d'exemples comme ça dans la vie. Et donc, j'ai commencé à contacter, essayer de trouver des personnes, enfin, des textes à lire, mais il n'y avait pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, bon, ben, il va falloir interviewer et trouver des gens qui l'ont connue. Et il y avait certaines personnes de l'association de la Loire, comme Cyril de Franqueville, qui m'ont donné des contacts, des numéros de téléphone, et de numéros de téléphone en numéro de téléphone, j'ai commencé à interviewer ces personnes qui donc soit avaient été des personnes infirmières qui avaient travaillé avec Mademoiselle Papillon, comme une femme de 97 ans que j'ai interviewée, soit des enfants qu'elle avait sauvés. Et alors là, Eva, mais oh là là, quelle émotion. Enfin, tu imagines, enfin, Mademoiselle Papillon est décédée il y a 30 ans. Enfin, ses enfants ont été sauvés par elle. Enfin, il y en a un que j'ai interviewé, il a 90 ans. Il a l'air d'être un petit jeune de 40 ans, mais il a 90 ans. Enfin, il est chef d'entreprise de plusieurs entreprises. Et tu vois que quand tu commences à l'interroger sur ce qu'a été Mademoiselle Papillon dans sa vie, tu retrouves vraiment le petit garçon sur son visage, quoi. La joie qui illumine son visage, l'amour qu'il a reçu. Et enfin, c'est ce qui m'a tellement marqué dans chacune des interviews que j'ai faites de ces personnes-là, c'est combien Mademoiselle Papillon était terriblement vivante à travers eux. Et tu pouvais vraiment percevoir que cette femme, elle a été immensément bonne. Et enfin, c'était très grisant, parce qu'en plus, il y en a qui me l'ont chanté, les chants de Valois, les chants de l'époque. Enfin, c'était vraiment très, très beau. Et donc, ça m'a donné une très, très belle image de Mademoiselle Papillon. Et, du coup, je crois que j'ai perdu ma bout d'oreille. Du coup, voilà, je me suis dit que c'était important de mélanger avec une histoire d'une infirmière qui peut-être était moins forte et moins incroyablement parfaite que Mademoiselle Papillon pour équilibrer un petit peu le récit et le roman. Et c'est pour ça que
l'histoire de Gabrielle en néonatologie a été ajoutée, enfin a été mêlée à l'histoire de Mademoiselle Papillon. Oui, parce que tu as aussi fait des enquêtes dans les services de néonatologie, tu allais rencontrer des infirmières, donc tu t'es vraiment plongée dans le sujet. Il y a un internaute qui nous a posé la question, à quel moment tu fais les recherches? Est-ce que tu les fais en amont de l'écriture? Est-ce que tu continues à faire des recherches pendant que tu écris pour alimenter voilà, ton récit? Alors en fait, il y a ce que j'aimerais faire et puis il y a ce que ton élan de vie a pour conséquence. Et donc en fait, je me souviens quand j'ai interviewé la première, la maman qui a eu un enfant grandement prématuré, c'était au tout début de mes recherches. Je comptais commencer 3 semaines plus tard l'écriture du roman. Et en fait, tu vois, cet entretien a été tellement touchant que je m'y suis mise l'après-midi même. Et en fait, je crois que quand tu es en contact comme ça avec, donc j'étais beaucoup en immersion en néonatologie, quand tu es en contact avec ces infirmières qui te racontent des histoires absolument dingues, enfin, tu n'imagines même pas que c'est possible parce que tu pensais que leur mission, c'était bêtement de mettre des bandages, de faire des petits soins, etc. Et que tu découvres qu'en fait, elles doivent allier une grande performance, des gestes fort techniques, des décisions très importantes avec une profonde humanité vu leurs patients. Mais quand tu découvres ça, en fait, euh, c'est compliqué de se dire, bon, j'écris quand j'aurai assez d'infos. Enfin, moi, j'ai un peu du mal parce que j'aime bien être dans la vie, tu sais, et je trouve que c'est une telle source d'inspiration, c'est tellement fort que, bon, voilà, j'écrivais directement et je me suis dit, quitte à revoir, à revenir en arrière et à retravailler si jamais je découvre suite à un autre entretien que ce n'était pas tout à fait exact ce que j'ai écrit. Donc, j'avoue que je fais un peu, là, je suis moins militaire, je fais plus en fonction de l'élan. Et c'est comme ça que tu as créé en fait, le personnage de Gabrielle que tu mentionnais tout à l'heure. Donc, cette infirmière en néonatologie qui est confrontée à une vraie crise de sens. Je ne sais pas si je peux le formuler comme ça, mais en tout cas dans son travail. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que tu sais qu'on est effectivement dans un contexte, dans une société où on se pose de plus en plus la question du sens de nos actions, de notre travail. Et j'aimerais bien lire ce passage pour faire comprendre dans quel état d'esprit Gabrielle elle se retrouve, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes, d'ailleurs, quel que soit le métier. Donc, voici ce que Gabrielle dit d'elle-même. Je suis devenue tout ce que je redoutais, la professionnelle qui n'est plus rien d'autre, celle qui réalise jour après jour la même liste de tâches reproduites à l'infini. Sans m'en apercevoir, je me suis réduite à ma fonction et tout le reste s'est volatilisé. J'aimerais bien que tu nous expliques, selon toi, enfin, comment, quand tu as construit ce personnage, qu'est-ce qui amène Gabrielle dans son travail quotidien à ressentir ce sentiment d'impuissance? Je crois que dans notre système de santé actuel, alors moi j'écris ce roman sur fin 2018, début 2019, donc très loin de la crise Covid. Et je crois qu'on réalise aujourd'hui avec notamment le manque de financement des hôpitaux, les écueils qui sont possibles dans tel système. Mais je crois que déjà à ce moment-là, moi ce qui m'impressionnait, c'était que en fait, on demande aux infirmières d'allier deux choses très compliquées, à la fois la performance intellectuelle et une profonde humanité, tout ça dans un laps de temps qui est beaucoup trop court. Donc, on ne leur donne pas suffisamment de temps pour pouvoir bien gérer leurs patientes. On le voit avec le combat d'Anna Roy, une sage-femme, une femme, tu sais, pour les accouchements. En fait, on en veut tout le temps viser l'efficacité, viser le plus rapide, etc. Et en fait, euh, je me suis dit, c'est tellement complexe comme mission d'accompagner la souffrance des petits patients en néonatologie parce que tu as non seulement le bébé qui vient de naître, mais tu as ses deux parents, donc tu as 3 patients pour le prix d'un, qui vivent un traumatisme super grave parce que personne n'est préparé à ça. Et, et ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit que le don de soi, là, était vraiment une question, une question complexe. Je trouvais que c'était une histoire qui était...
enfin, avec le miroir de Mademoiselle Papillon, où Mademoiselle Papillon, elle s'épanouit vraiment à travers le don de soi dans son projet. Je trouvais ça intéressant de mettre en miroir, c'est notre facette moderne du don de soi avec la facette peut-être il y a un siècle et de voir, mais tiens, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui peut être intéressant dans les apports du siècle passé et comment en fait comment on peut se positionner pour se donner tout en restant profondément vivant, tout en conservant son énergie, tout en protégeant un peu sa petite bulle. C'est compliqué, je trouve, cette question. Moi, j'ai pas la réponse, mais je crois que c'est un réel défi et je crois qu'on assiste, on accompagne pas assez les infirmières ou les infirmiers, même les médecins, enfin toutes les professions, les enseignants, les professions qui sont comme ça en première ligne et dont, enfin, je dirais, notre société dépend de ça, dépend de l'enseignement, dépend des soins de santé. C'est vraiment des choses qui déterminent la valeur de société et sa bonne santé, quoi. Et, C'est euh, et voilà, c'est une question qui m'a vraiment intéressée. c'est vraiment le défi auquel est confronté Gabriel. C'est un peu ce retour au sens de ses actions qui ont été mécanisées quelque part dans son travail. Donc c'est remettre du vivant, remettre du sens et remettre aussi de la légèreté dans son travail dont elle parle, légèreté dont elle parle à un moment. Donc il va y avoir une inflexion, il va y avoir un changement, tu vois, dans la manière dont elle va concevoir ses tâches et son travail, par quel processus pour toi? Qu'est-ce qui va voilà, l'amener à ce changement à l'intérieur d'elle-même, en fait, tu vois, parce qu'en soi, et ce qui va lui permettre aussi de faire autre chose à l'extérieur, d'ailleurs. Mais elle va découvrir une technique qui a été créée par une professeure de psychologie à Harvard que j'ai interviewée. Et cette technique va remettre du sens dans son travail parce que c'est une technique qui insuffle beaucoup d'humanité en néonatologie et qui redonne la cohérence au fonctionnement en fait de ces services-là. Et donc elle va à travers ça pouvoir retrouver sa place, retrouver un sens, peut-être aussi redonner un sens, une place et un rôle plus important aux parents qui sont fort relégués en seconde place avec tous les spécialistes, les machines, etc. Et donc, je crois qu'en fait, c'est un jeu où, à travers une technique qui insuffle de l'humanité, tout le monde retrouve un petit peu sa place. Et tout le monde retrouve un petit peu le sens dans ce genre de service où ça m'avait marqué quand tu vas là-bas. En fait, le temps a vraiment une toute autre force sur le quotidien. Tu vois, le temps est à la fois la réponse à toutes les questions. Tu vois, on ne sait pas comment les bébés vont évoluer, ce qu'ils vont pouvoir faire, s'ils vont survivre, avec quelles séquelles, etc. Puis en même temps, le temps est très, très lourd parce que quand tu passes toutes tes journées, tes nuits en néonatologie, à veiller ton petit, à attendre qu'il puisse enfin manger tout seul, sortir, etc., enfin, ça donne une autre dimension au temps, aux victoires. Donc voilà, tout ça m'a fascinée. Oui, je trouvais ça super intéressant. Et quelle est la place en fait du rêve dans la vie de ces deux femmes, donc aussi bien de Gabrielle que Mademoiselle Papillon? Alors pour Mademoiselle Babillon, c'est tout. Elle a son rêve et elle est portée par ce rêve. C'est juste incroyable. Cette femme, et c'est marrant parce que je pense qu'elle puise toute son énergie dans son rêve. Elle a cette vision d'une maison, elle la voudrait en haut d'une colline, un refuge pour les enfants. Et elle va aller vers ça, et toute sa vie, elle va aller vers ça. Même quand il y aura les Allemands qui prendront possession d'une partie de l'endroit qu'elle a trouvé pour les enfants, toute sa vie, elle va aller vers son rêve. Et elle va se nourrir de ça. Et c'est comme tu sais, son rêve était une grande robe qu'elle revêtait et que du coup, voilà, il n'y a pas de... rien ne peut lui arriver parce que de toute façon, son rêve est juste et que son rêve doit s'accomplir. C'est vraiment cette conviction-là profonde.
Et pour Gabrielle, les choses sont plus floues. Elle avait un rêve qui était de sauver les gens, sauver ses petits patients, les aider. Et puis, elle se casse la figure avec son rêve. Et donc, elle doit aller écouter sa petite voix intérieure, savoir ce qui est juste pour elle, savoir comment exister dans son métier, un métier qui est tellement important pour elle, avec les défis qu'il impose sur comment rester vivant et rester présent euh, et accompagner la souffrance des autres. Il y a une phrase qui illustre bien tu vois, ce rêve, un peu cet idéalisme chez Mademoiselle Papillon qui m'avait beaucoup marqué dans ton livre. Elle dit à un moment donné, est-ce immature d'espérer que le sublime demeure intact? Et est-ce que je peux te demander ta propre vision, parce que tu fais parler Mademoiselle Papillon, mais toi, Alia, en tant que romancière, qu'est-ce que tu penses et comment tu répondrais à cette question? Mais je pense qu'on ne peut pas empêcher une volonté profonde. Et la rencontre avec ses enfants, le fait de leur sauver la vie, le fait de les voir sourire, de les voir grandir, de les voir sauver, ben, c'est quelque chose de sublime. Et euh, il y a pas, on ne peut pas empêcher que ça soit immature ou pas. Enfin, c'est la dimension des rêveurs de notre société. C'est de penser que le sublime peut exister, peut être intact, peut durer. Et en fait, moi, je suis convaincue que quand on a un système de pensée qui est vraiment cadré, qui va vers de beaux objectifs, ben, c'est extrêmement porteur. Ça nous met dans un état intérieur qui est plus chargé en énergie. Ça nous rend plus ouverts vers toutes les possibilités, les options, les opportunités. Et du coup, pour moi, c'est important, les croyances et les croyances qu'on porte. Et donc, de croire au sublime, c'est important. Et en tout cas, Mademoiselle Papillon, c'est une belle dose d'inspiration pour 2021. On est au mois de janvier, donc c'est encore le temps de formuler les vœux. Et pour toi, qu'est-ce que Mademoiselle Papillon dirait de ce qu'on est en train de traverser à travers le monde avec la crise sanitaire? Quels vœux formulerait-elle et comment elle agirait dans tout le contexte dans lequel on est aujourd'hui? Ouais, je pense que j'ai souvent réfléchi à ça parce que moi, ça m'a énormément accompagnée et portée, le fait de connaître Mademoiselle Papillon et son histoire à travers tout le Covid et tout ce que ça a chamboulé dans ma vie personnelle et professionnelle. C'est quelqu'un qui avait deux philosophies que je trouve très importantes et qui permettent de traverser presque tout, ou en tout cas de traverser peut-être avec plus d'aisance les choses compliquées. La première, c'était quelqu'un qui avait appris avec la guerre à faire avec. Donc, qui luttait peu contre ce qui est, qui embrassait ce qui est et allait avec et continuait et ne commençait pas à se dire, ah, c'est pas juste qu'il y ait ici ou qu'il y ait ça. Ben non, elle faisait avec la situation. Et je crois que ça, c'est l'acceptation et que l'acceptation, c'est souvent très porteuse. Alors évidemment, en situation de Covid où on a si peu de choses dans nos mains, c'est crucial de savoir avoir cette dimension à soi d'acceptation parce qu'en fait, on a dû accepter une tonne de règles, une tonne de choses qui n'étaient plus dans nos mains. Alors, soit on se sent terriblement impuissant, soit on décide d'accepter, de faire avec et de retrouver son pouvoir en essayant de trouver des alternatives, ce qui est vraiment voilà, pas du tout simple. Et je trouve que c'est toujours un message très, très fort. Ce qu'elle incarne dans le roman, c'est elle fait avec la situation. Et la deuxième chose qui, je trouvais, était très porteuse et qui, moi, me porte souvent au quotidien, c'est de faire sa part. C'est un peu la légende du colibri, mais elle, c'est très important. Elle fait sa part et elle la fait à fond. Et en fait, limite, elle ne réfléchit pas à la faisabilité des choses. Elle fonce, elle fait sa part et voilà, advienne que pourra. De toute façon, elle est tellement convaincue de ses projets que voilà. Mais je trouve que quand on se concentre sur ces deux choses, accepter ce qui est, faire sa part,
enfin, s'adapter à la situation et faire sa part, mais voilà, on est déjà dans une optique qui est beaucoup plus, tu sais, 4x4, tout terrain, qui peut aller dans les creux et les montées de notre quotidien actuel, qui est évidemment extrêmement pénible et extrêmement difficile. Et voilà, mais le problème, c'est qu'on doit vivre avec. Et donc, je trouve que cette philosophie-là, en tout cas, moi, m'a énormément accompagnée au jour le jour depuis. Et toi, en tant que romancière, quels seraient tes vœux pour le monde en 2021? Ah, euh, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, enfin, ce que j'essaye de faire dans chaque roman, c'est, tu vois, je prends des sujets que je trouve super importants, comme ici les infirmières. Alors bon, par hasard, ça tombe, la publication a été choisie le 14 janvier 2020, donc avant les histoires du Covid. On a décidé de faire paraître en octobre 2020. Et donc, ça a été publié en plein à un moment où les infirmières ou les métiers médicaux sont vraiment elle est mise en valeur et on se concentre beaucoup là-dessus. Mais pour chacun de mes romans, c'est très important de faire passer des messages ou de faire connaître des univers qui sont encore inconnus aux gens, d'essayer de faire passer des savoirs que je trouve importants. Parce que pour moi, au plus on se connaît soi-même, au plus on connaît le monde, au plus on est libre, au plus on, de chaque fois essayer de créer des intrigues que j'essaie de faire prenantes. Et à travers ces intrigues, communiquer sur des thèmes qui sont cruciaux. Voilà, ça c'est en tout cas moi ce que j'ai trouvé et c'est ce que je souhaite à tous, c'est à travers cette crise importante de trouver peut-être, de s'enraciner peut-être encore plus en soi, de trouver les connexions profondes qui nous permettent de traverser ça dans le plus de douceur possible ou oui, et d'essayer voilà, de trouver sa joie quelque part, parce que je me doute que c'est compliqué en ce moment. Surtout, enfin, voilà, le mois de janvier n'est jamais un mois ultra joyeux selon les statistiques. Alors, janvier 2021, je crois que ça a atteint le sommet. En tout cas, Donc voilà, patience. j'allais dire en tout Et cas, se dire que tout ça... Ouais, pardon. tout arrive. C'est-à-dire que tout arrive. Ouais. Et en tout cas, c'est un message que tout arrive qu'on peut retrouver dans ton livre, Mademoiselle Papillon, qui est à la fois un message d'espoir, un hommage à la vie et une quête de sens et la poursuite d'un rêve. Du coup, j'ai complètement oublié de le mentionner que c'était publié chez Robert Laffont. Où est-ce qu'on peut trouver Ouais. ton livre, Alia? Absolument partout. Donc, dans toutes les librairies, en Suisse, en France, au Luxembourg, enfin, au Canada, dans tous les pays francophones. Et alors, je sais que ton livre rencontre son public en Belgique. Est-ce Ouais. que tu aurais un message pour la France Ah oui. Oui, c'est vrai qu'en Belgique, moi je suis belge, on a bénéficié de toute la presse en fait. C'était vraiment absolument dingue. En France, par contre, c'était plus confidentiel au niveau de la presse. Enfin, on a eu, je crois, pas, presque rien. Mais les ventes ont commencé à être vraiment super importantes. Donc ça, c'est chouette. Là, je crois qu'on a plus de 23 000 exemplaires imprimés, ce qui est vraiment bon dans le milieu d'édition. Enfin, quand on fait paraître un livre 15 jours avant un confinement et la fermeture des librairies. Mais donc, si évidemment, s'il y a un journaliste français qui écoute et qui veut s'intéresser à Mademoiselle Papillon, je lui en parle avec grand, grand plaisir. En tout cas, nous, on continuera à en parler à travers l'optimisme et on aura une grande joie de te retrouver en avril au sein du Club de l'Optimisme. Je te remercie beaucoup, Alia, d'avoir pris le temps pour cette interview, pour échanger avec nous sur ces sujets qui sont si importants et qui nous touchent. Je te laisse le mot de la fin avant qu'on se quitte. Eh bien, Eva, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi. Bravo pour le message que vous
disséminer tous les jours à l'optimisme. Je trouve que l'optimisme est vraiment la plus belle qualité qui soit et est terriblement important pour cheminer vers ses projets, son bonheur et s'équilibrer dans la vie. Donc voilà, merci d'exister et je souhaite à tout le monde une très bonne année. Merci beaucoup Elia. Très bonne année à tous et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo.